Bonjour à, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette nouvelle matinale de l'IEM. Et vous êtes encore nombreux ce matin à nous rejoindre pour ce rendez-vous mensuel, le deuxième mardi de chaque mois. L'IEM organise une matinale qui a pour tradition d'inviter un chef d'entreprise, un juriste, un magistrat, un avocat, un expert, pour nous parler de sujets qui touchent à l'expertise, à l'arbitrage ou à la médiation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais je crois que la plupart des personnes ici nous connaissent, nous sommes donc un centre de médiation, une association de médiation très impliquée en matière de médiation judiciaire et de médiation conventionnelle, notamment. Nous avons également des activités en matière de formation. Aujourd'hui, l'IEM est très heureux d'accueillir Madame Ferralschul, que je vais présenter en quelques mots. Je vais tenter de résumer le parcours de Madame Ferralschul en quelques mots. Et puis ensuite, je passerai la parole à Marianne Gallo-Le-Laurier, qui est donc médiateur, membre de l'IEM, administrateur de l'IEM et également membre de la commission communication. Et c'est à ce titre que Marianne apportera donc la contradiction, ou en tout cas interrogera Madame Ferralschul pendant une trentaine de minutes. Et à l'issue de ces questions-réponses entre Marianne Gallo-Laurier et Christiane Ferralschul, nous aurons un temps de questions-réponses que nous vous demanderons de poser via le chat de Zoom. Il y a un onglet converser ou discussion, ça dépend des applications Mac ou Windows, qui sont donc en bas de votre écran. Si le temps le permet, nous ouvrirons les micros. Si les questions sont trop nombreuses, elles seront relayées par Thierry Ballot, secrétaire général de l'IEM. Bonjour Thierry, que j'ai aperçu. Et par Amaury Catrice, qui s'occupe de notre association, qui gère notre association. Et à 9h30, nous nous quitterons, puisque c'est le principe de notre réunion. Madame Ferralschul, bonjour. Je vais faire un très bref résumé de votre parcours. Madame Ferralschul, vous êtes avocat. Vous êtes médiateur, vous avez été élue au bâtonnat de Paris en 2012, deuxième femme, je crois, à avoir été élue à ce poste après Madame de la Garandrie. Vous avez été également élue en 2018 présidente du Conseil national des barreaux, première femme à avoir été élue à ce poste de présidente du Conseil national des barreaux. Depuis plus de 30 ans, vous exercez dans la profession d'avocat, particulièrement dans le secteur du droit de l'informatique et des nouvelles technologies, votre cabinet, Ferralschul Sainte-Marie. Vous avez comme domaine de spécialité le droit de l'informatique, le droit des données personnelles, le droit de l'Internet et des médias, le droit des télécommunications. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Cyberdroit, le droit de l'épreuve de l'Internet, publié aux éditions Dalloz. Vous avez également coprésidé avec monsieur le député Christian Paul une commission parlementaire de réflexion et de proposition sur le droit et les libertés à l'âge du numérique. Mais aussi et surtout, vous pratiquez la médiation conventionnelle et judiciaire. Vous êtes inscrite d'ailleurs sur la liste des médiateurs de la Cour d'appel de Paris, mais également sur d'autres listes, et notamment la liste des médiateurs auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Et c'est à ce titre que nous vous accueillons aujourd'hui, outre votre profession d'avocate, c'est votre métier de médiateur et de médiatrice qui nous intéresse particulièrement. Nous sommes très honorés de vous accueillir. Je vais passer la parole à Marianne Gallo-Le-Laurier et je vous rappelle donc que d'ici une trentaine de minutes, le micro ou en tout cas le chat sera ouvert, mais vous pouvez au fur et à mesure de l'exposé de Madame Ferralschul poser vos questions grâce à l'onglet discussion ou converser en bas de votre écran. Marianne, je te passe la parole. Bonjour Madame Ferralschul, ravie de vous accueillir sur notre matinale après de nombreuses personnalités qui sont déjà venues évoquer devant nous tous des problèmes d'actualité
touchant à la médiation, l'arbitrage ou l'expertise. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une question qui nous paraît à tous tout à fait importante, puisque en tant que médiateur, nous nous sentons souvent très seuls. Et vous allez nous parler donc de la co-médiation, de son intérêt, de sa pratique, et vous allez nous dire, au fond, quelles sont les règles qui doivent exister entre les co-médiateurs. Est-ce que vous recommandez la co-médiation? Quelle est la proportion d'affaires que vous avez en co-médiation et en médiation? Bref, tous ces sujets qui nous intéressent évidemment tous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons de nombreux inscrits pour vous entendre. Alors, je vous rappelle juste que la règle de nos matinales consiste à ce que vous vous exprimiez pendant une demi-heure à peu près pour traiter le sujet, l'autre demi-heure étant réservée aux questions des participants. Comme l'a dit Emmanuel, les participants donc posent leurs questions en cliquant sur discussion ou converser sur le chat et posent toutes les questions qu'ils veulent. Et nous sommes maintenant, je ne veux surtout pas empiéter sur votre temps et je vous laisse la parole. Madame la Présidente, chère Marianne, chers tous, c'est un honneur pour moi d'intervenir ce matin. Lorsque Marianne m'a soumis le sujet, la comédiation, je me suis dit qu'il y avait finalement assez peu de choses à dire sur la comédiation. Et puis en fait, non, il y a énormément de choses à dire, alors même que la comédiation est très peu présente dans nos textes de loi. J'ai commencé à fouiller un petit peu dans ces textes de loi et puis je me suis dit que ce qui pouvait vous intéresser ce matin, c'était véritablement les mains dans le cambouis, comment se vit la comédiation. Mais il faut le savoir, la comédiation est peu présente dans nos textes de loi, elle est quasiment absente des études théoriques, elle ne fait pas l'objet d'études statistiques ou très peu. Et une chose est sûre, la comédiation est une part minoritaire des médiations, même si la comédiation tend à se généraliser. Mais si vous interrogez les médiateurs, ils vous diront majoritairement que la comédiation est une expérience positive. Il me semble que la première chose à savoir, ce sont les critères. Quels sont finalement les critères de la comédiation? En fait, il y en a deux. Il y a tout d'abord un principe d'égalité. J'ai envie de dire même un principe d'équilibre. Ce premier principe me conduit à dire qu'une comédiation est une médiation dans laquelle les médiateurs, en général deux, même si on peut en avoir plus, c'est une situation dans laquelle les médiateurs se sentent pleinement à égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une absence de hiérarchie entre eux. Alors, je fais tout de suite une petite digression pour dire que l'égalité, elle n'est pas contradictoire avec une répartition des rôles. Et quand je dis ça, je dis qu'il peut y avoir une organisation pilote, copilote dans une comédiation parce qu'on peut se sentir pleinement égaux et complémentaires et se répartir les rôles. Par exemple, la répartition des rôles va faire que l'un des deux médiateurs va assumer des tâches, par exemple de pilotage, les phases administratives, invitations, compte-rendu écrit. C'est un surplus de travail, mais c'est nécessaire pour l'organisation. Donc, premier critère, c'est ce principe d'égalité. Et puis, il y a un deuxième principe qui est la complémentarité. Chaque médiateur est unique. Et l'intérêt de la comédiation, eh bien, c'est de jouer sur les complémentarités des médiateurs. Et nécessairement, vous avez des différences objectives entre deux médiateurs.
vous allez avoir la différence d'âge, la différence de formation, de parcours, la culture, la vie personnelle. On a tous des biais naturellement. Ça va être une question de nature, de caractère, d'ouverture aux autres, de sociabilité, de ce que vous voulez, mais il s'agit de faire fructifier ces différences. Je vous donne un exemple. Dans les médiations à caractère familial, la mixité homme-femme va souvent permettre à chacune des parties de se retrouver dans l'écoute d'une personne du même sexe. Mais vous avez la même logique dans les affaires de droit social. La parité dans un différent employeur-employé va faciliter le rapport de confiance. Sur ce point, vous savez que certaines organisations mettent en place des médiateurs internes pour gérer les conflits entre salariés. Le recours à un médiateur interne, bien sûr, est très efficace dans un certain nombre de situations, mais en général, il est plus difficile à mettre en œuvre lorsque le conflit implique un responsable hiérarchique ou des groupes de personnes, et c'est précisément dans ce genre de situation qu'il peut être utile de faire appel à un médiateur externe qui va agir aux côtés du médiateur interne. Donc, vous avez un exemple ici de comédiation qui va offrir cette complémentarité qui est importante. Je peux aussi vous donner l'exemple, bien sûr, de la comédiation sur le plan international, puisque là, particulièrement, la complémentarité va jouer au niveau des différences de culture, de confession, de tradition, nationalités différentes. Chaque médiateur pouvant apporter sa connaissance va transmettre son savoir, sa maîtrise des spécificités des parties avec cet élargissement des possibilités. Donc, on voit bien ici que la complémentarité est quelque chose d'important. Attention, la complémentarité, il faut savoir qu'elle peut être isolée, elle peut être momentanée. C'est ce que je vais appeler le comédiateur pompier. Ça va être le médiateur qui, à un moment donné, va se sentir très seul. À un moment donné, il peut être perdu, il peut ne pas savoir comment s'y prendre, et une solution de secours va pouvoir consister à faire appel à un comédiateur, à le faire entrer dans l'arène avec un œil neuf, une expérience. C'est assez rare, mais cette complémentarité peut se faire à certains moments. Donc, retenons à ce stade que pour moi, la comédiation, ce sont ces deux critères. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de comédiations qui sont des presque comédiations, une sorte de comédiation Canada Dry. Ce sont des médiations avec un médiateur et, j'ai envie de dire, une autre personne qui, pour l'essentiel, va être soit un jeune médiateur en formation, soit un médiateur assistant, soit une personne experte. Ces pratiques n'en sont pas moins de vraies médiations. Le médiateur formateur, c'est évidemment une vraie médiation. La différence, c'est qu'il va y avoir un autre médiateur en devenir, débutant, en formation. Et le principe de sa présence, il faut le rappeler, devra avoir recueilli l'accord des parties dans les règles de transparence et de clarté. Et cette pratique formatrice est bien sûr à défendre et à encourager. Et si nous avons un duo chevronné débutant, il est par nature déséquilibré et donc critiquable par rapport à une comédiation dans l'égalité et l'équilibre que j'ai décrit, mais il reste un moyen efficace de se former à la comédiation. Et cette formule, mais ça vous le devinez aisément, va permettre aux médiateurs débutants de prendre confiance, d'être au plus près d'une pratique, d'apprendre par l'observation. Et de plus, le fait d'être débutant, ou en tous les cas moins expérimenté,
n'interdit pas d'avoir de bons réflexes, de bonnes idées, de bonnes relances, de bonnes questions et d'apporter un véritable plus dans la comédiation. Ensuite, vous avez le médiateur assisté. Ce n'est pas tout à fait une comédiation, ça ressemble à une comédiation, mais dans cette situation, le médiateur est assisté, il va avoir à ses côtés un ou une assistante pour le seconder et l'aider pendant l'organisation de la médiation, pendant le déroulement des séances. Et même si cette personne est présente lors des séances, même si ce n'est que pour prendre des notes, le médiateur assisté n'est pas en comédiation. Il y a un médiateur, un seul médiateur, et cette situation n'est pas à confondre avec la situation que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, qui est pilote-copilote. Les comédiateurs se sont répartis les tâches. Et puis, vous avez une troisième situation de presque comédiation, qui est le cas du médiateur qui est accompagné d'un tiers expert. Ça va être la situation où un médiateur va proposer au médié la présence d'un homme ou d'une femme de l'art, d'un expert ou d'une experte d'un domaine, qui va apporter son éclairage sur des faits ou sur des options envisagées par les médias. Et vous pensez très naturellement à des situations assez fréquentes comme l'intervention d'un notaire, par exemple, pour un projet liquidatif de régime matrimonial, un géomètre pour une question de bornage, un expert en informatique dans une affaire qui relève de projets informatiques, un commissaire-priseur pour une évaluation mobilière. Cela arrive fréquemment. Attention, il ne s'agit pas de comédiation. Cette situation, elle est bien prévue par le Code de procédure civile, puisque le médiateur a toujours la possibilité, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, d'entendre les tiers qui y consentent. Et ce texte est parfois utilisé pour faire admettre un comédiateur. C'est un des avantages de la comédiation, cette pluridisciplinarité. Mais je précise que ces tiers peuvent être entendus comme experts, mais qu'il ne s'agit pas à proprement parler de comédiation. Alors, une fois qu'on a parlé de ces presque comédiations, il me semble important de revenir sur les raisons qui, aujourd'hui, peuvent pousser des parties médiées à choisir la comédiation ou des médiateurs à entrer en comédiation ou un juge à proposer une comédiation. À mon sens, le choix de la comédiation doit être un choix des parties médiées. Ce choix est en général guidé par le médiateur pressenti, il peut être guidé par le juge, il peut être guidé bien sûr par les conseils des parties. Mais pour décider d'une comédiation, il va falloir déterminer les raisons objectives, qui parfois sont des raisons subjectives, qui vont justifier ce choix. Et il faut que le différent s'y prête. Alors, les litiges qui favorisent un choix de comédiation, il y en a évidemment beaucoup. Le premier cas de figure, c'est le cas des conflits qui mettent en cause de nombreuses parties médiées. Parce que plus il y a de parties médiées, plus il y a un facteur évidemment de complexité et de complications, notamment dans l'organisation. Alors la question peut être de savoir à partir de combien de personnes la comédiation présente un intérêt. Je n'ai pas de réponse absolue à cette question, mais on peut imaginer que des médiations avec des groupes, par exemple des copropriétaires, de nombreux salariés, de nombreux consommateurs, de nombreuses victimes, de nombreux actionnaires. Voilà, vous avez toutes ces médiations qui peuvent rassembler des dizaines, des centaines de personnes. Et même si vous sous-catégorisez les groupes en fonction de critères adéquats, même si l'on a des porte-paroles pour chacune de ces catégories, vous comprenez bien que l'organisation proprement dite, l'invitation, la rencontre, les séances, peuvent justifier d'être à 2, voire plusieurs médiateurs. Ça, c'est une des catégories d'affaires qui justifie, ou à la limite, la question de la comédiation avec, encore une fois, 2 ou plus médiateurs.
à la limite, ne se pose pas, s'impose presque naturellement du fait de la complexité. Ensuite, il y a les conflits qui nécessitent un besoin d'expertise, un besoin de savoir. Chaque médiateur a son champ de connaissances résultant de sa formation et ou de sa pratique. Alors, je sais qu'on dit souvent qu'il n'y a pas besoin de connaître la matière lorsqu'on est médiateur. Parfois, la connaissance permet d'accélérer, la connaissance de la matière en cause permet d'accélérer à travers les questions qu'on pose, à travers la perception que l'on peut avoir de la pertinence des solutions qui émergent. Donc, il se peut que le litige et la recherche d'une solution justifie la présence d'une personne qui a une compétence ou une expertise particulière. Et la question va se poser du statut de cette personne. J'en ai déjà parlé, mais en synthèse, vous avez toujours les deux choix, soit un comédiateur dans cette expertise, soit le tiers, qui peut être entendu, mais qui ne jouera pas de rôle de médiateur. Alors, est-ce qu'il est judicieux de faire appel à cet expert comme médiateur? Ce choix peut s'avérer judicieux lorsque le besoin de connaissance reste compatible avec le rôle du médiateur, neutre, impartial. Il me semble, moi, que si les deux médiés sont spécialistes du domaine, il peut être intéressant qu'un des médiateurs maîtrise ce domaine pour pouvoir questionner intelligemment, favoriser la circulation de la parole, même technique. Mais si vous avez une seule des parties qui est techniquement compétente, il me semble que dans ce cas, il peut être plus intéressant d'avoir un tiers spécialisé qui va être dans une posture qui va plus facilement lui permettre de contredire les dires techniques d'une partie, parce que la mission d'un médiateur n'est pas d'apporter la contradiction au plan technique à l'une des parties médiées. Donc, dans ce cas, ça peut être intéressant de l'avoir plutôt comme tiers que comme comédiateur. En tous les cas, le besoin d'expertise va se différencier du besoin de regard croisé complémentaire. Donc, sur cette deuxième catégorie d'affaires, on voit bien que l'expertise peut conduire à justifier qu'on va prendre, alors pour l'avoir vécu dans une expertise, la connaissance des technologies, apporter un éclairage. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'intervenir comme comédiatrice dans des dossiers dans lesquels cette dimension-là paraissait importante au juge en complément d'un regard d'un médiateur hors de ce domaine de compétences. Ensuite, vous avez une troisième situation dans laquelle la comédiation apparaît pertinente, c'est lorsque les médiés sont géographiquement à distance. On est dans un monde de mobilité, tout est envisageable, tout est ouvert, tout est possible en médiation. Alors bien sûr, le médiateur peut se déplacer, les médiés peuvent se déplacer, mais il peut être intéressant, lorsqu'on est dans deux pays différents, d'avoir aux côtés des deux parties médiées, eh bien, des médiateurs dans chacun des pays et le faire à distance. J'ai eu l'occasion de le faire avec un médiateur d'une autre nationalité et effectivement, cela permet d'avoir des échanges. En période de Covid, comme vous le savez, la visioconférence s'est beaucoup développée, mais a facilité aussi les médiations à distance, les médiations en visio. Et cette formule de comédiation a été très pertinente et a ouvert un champ d'intervention tout à fait intéressant. Alors, je vous ai parlé des dossiers dans lesquels, enfin des situations dans lesquelles le recours à la comédiation apparaît pertinente. Il y a aussi, et je ne voudrais pas les oublier, les conflits dans lesquels l'autre
n'est pas accepté. Vous savez, situation intolérable, vous avez tous vécu des médiations où les parties ne veulent plus se parler, on ne veut pas faire le premier pas, on ne veut pas s'asseoir dans la même pièce, on ne veut pas parler la langue de l'autre. Et dans ce type de conflit, la comédiation n'est pas nécessairement la solution, mais c'est un moyen d'apaiser. Ça permet d'apaiser certaines difficultés et ça peut permettre au processus de la médiation de se dérouler. C'est ce que j'ai envie d'appeler la réduction des déséquilibres. Et je vous parle de cette notion de déséquilibre de pouvoir que peuvent ressentir les parties. C'est l'exemple que j'ai déjà évoqué de l'employeur-employé. C'est l'exemple aussi de la parité homme-femme. Dans les conflits de couple, par exemple, il peut être difficile pour un homme d'être confronté à sa femme en présence de 2 médiatrices, et ça, c'est sans compter la présence de 2 avocates. Je pourrais dire que le cas inverse est vrai, mais moins réaliste, parce que le nombre de médiateurs hommes est beaucoup plus faible que celui des médiatrices femmes, et c'est pareil chez les avocats-avocates. Donc, le médié de chaque genre, en tous les cas, va avoir plus spontanément le sentiment d'être ou de pouvoir être entendu et compris par un de ses pairs. Et chacune des parties va être rassurée par la présence de 2 médiateurs, pensant sans doute que c'est le moyen de rétablir le déséquilibre de pouvoir entre les parties. Je ne dis pas que c'est une bonne raison de recourir à la comédiation, mais c'est une fausse bonne raison qui permet parfois d'entrer en médiation et d'apporter des solutions. Et vous avez évidemment, je l'ai évoqué, mais je le rappelle, les conflits où 2 cultures s'affrontent. La culture, c'est un cadre de référence, et d'être d'un côté ou de l'autre d'une frontière, eh bien, vous avez l'opposition de 2 cultures, et les litiges transfrontaliers sont les litiges les plus propices à la mise en œuvre de la comédiation. Et on a des exemples absolument concrets, par exemple tout ce qui est en lien avec l'enlèvement d'enfants, pour lequel il y a des recommandations de recourir à la comédiation binationale, avec un médiateur issu du pays d'origine de chaque parent, avec une comédiation bilingue lorsqu'il y a 2 langues, de 2 sexes, un homme et une femme, 2 catégories professionnelles. On voit en tous les cas que c'est sans doute la typologie de conflit où il faut être le plus vigilant dans l'orchestration de cette comédiation. Et voilà en tous les cas pour l'essentiel les situations dans lesquelles on va s'orienter naturellement vers la comédiation et où la comédiation apporte des solutions et constitue un avantage. Alors vous me direz, est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors oui, bien sûr qu'il y a des inconvénients, mais pas tant que ça. Il y a d'abord des inconvénients dans les rapports entre les médiateurs. D'abord, les comédiateurs, ils peuvent ne pas s'entendre. C'est la mésentente, c'est un risque. Et si vous avez un conflit entre les médiateurs, eh bien, vous avez un conflit entre les médiateurs qui va se superposer au conflit des médiés. Tout ça va créer de la confusion et peut mettre le processus en danger. Cette situation est rare, mais elle peut être le résultat d'un manque de pratique de la comédiation ou d'une mauvaise connaissance du comédiateur partenaire ou d'un désaccord sur certaines prises de position du partenaire qui n'a pas nécessairement la même culture, la même approche de la médiation. Et puis, il y a une situation rare qui peut se produire. La comédiation, elle peut réunir 2 personnalités qui s'affrontent et qui vont exposer publiquement leurs désaccords, mettre en évidence la domination d'un médiateur sur l'autre. Ça peut être désastreux. Et pour prévenir la survenance d'un conflit de ce type, eh bien, il va falloir que les médiateurs passent du temps en amont pour organiser la médiation et du temps pour se connaître. En tous les cas, il n'est pas recommandé de démarrer une comédiation sans avoir pris le temps d'échanger, et soit autour d'un déjeuner, d'une réunion, enfin avoir pris le temps d'échanger. Donc, il y a la mésentente. Mais il y a à l'inverse le risque de voir 2 médiateurs former un bloc
former une alliance, qui apparaissent comme de parti pris pour un ou pour les médiés. Et cette alliance peut conduire les médiateurs à former une sorte de bloc qui va peut-être interpréter de manière erronée, mais on va avoir un bloc face aux partis médiés et ça va créer aussi un problème. Comme troisième inconvénient, on évoque souvent le coût. 2 médiateurs, ça coûte plus cher qu'un seul. C'est un inconvénient de la comédiation, mais je voudrais nuancer cette affirmation parce que les différends qui conviennent bien à la comédiation sont souvent des différends complexes, souvent des différends à forts enjeux financiers. Le poids qui est relatif, somme toute, des honoraires des 2 médiateurs ne crée pas un désavantage concurrentiel significatif au détriment de la comédiation. Et puis l'autre inconvénient, c'est que la médiation peut être plus longue du fait des échanges qui sont nécessaires entre les 2 comédiateurs au fil des discussions, voire plus de comédiateurs dans les affaires, il y en a beaucoup, pour débriefer, se concerter, arrêter des positions communes, être 2 à lire tous les documents. Ces échanges sont souvent indispensables pour éviter, je vous l'ai dit, des interventions qui peuvent être désordonnées, contradictoires et qui peuvent perdre les partis médiés, et trouver des dates qui conviennent à tous, se déplacer en un autre lieu, faire des frais de déplacement pour 2. Oui, cela peut être un inconvénient, mais peut-être que ça peut être compensé par une organisation efficace. Je vous ai parlé du pilote-copilote et par une dynamique créée par les interactions qui permet peut-être d'optimiser avec des apartés, avec un médiateur, pas forcément les 2, quoique les apartés, à mon avis, doivent être menés avec les 2, mais on peut rationaliser, c'est ce que je voudrais mettre en avant. Un dernier inconvénient est, à mon avis, le risque, dans certains conflits durs, d'avoir chacun son médiateur. C'est encore une fausse bonne raison de recourir à la médiation, mais parfois les parties, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été contactée pour le choix d'un médiateur. Je comprends que les 2 parties ont envie de choisir un seul médiateur, mais ne sont pas nécessairement d'accord sur chacun a le sien en magasin, et la solution qui émerge, c'est la comédiation en se disant finalement chacun aura le sien. Difficile d'obtenir un accord sur le choix d'un seul nom, surtout en amont de la médiation, puisqu'il suffit qu'un nom soit proposé par une partie pour qu'il soit refusé par l'autre. Mais le risque, c'est que chaque partie pense avoir son médiateur qui lui serait plus favorable. Et le pire du pire, c'est que chaque médiateur se sente le médiateur d'une partie, d'où le risque d'alliance implicite entre un médié et un médiateur. Donc, il y a quelques écueils à éviter. Il ne faut pas apparaître comme un médiateur partisan. Il peut arriver donc qu'une partie s'approprie, en particulier en aparté, l'un des médiateurs pour en faire un confident. Donc, ça va en faire un conseil partisan. Et de la même manière, une partie pourrait considérer que l'un des médiateurs ne remplit pas sa mission d'impartialité, de neutralité. Donc, pour éviter ce risque, c'est pour éviter ce risque que je recommande que l'aparté, donc l'aparté, je rappelle, c'est l'échange entre une partie et le médiateur hors la présence de l'autre partie, je recommande que l'aparté se déroule avec la présence des 2 médiateurs, de manière à ce qu'ils puissent, avant et après l'aparté, avoir un échange entre eux pour ajuster la conduite du processus de médiation. Et parfois, chaque médiateur est en aparté avec un des médiés. Les médiateurs doivent s'informer réciproquement de ce qu'ils ont entendu ou constaté,
Et ensuite, ils peuvent interchanger, donc ça peut être une solution alternative. L'important de ce qui peut se dire en aparté, à mon sens, milite pour que les deux médiateurs soient ensemble pour entendre et comprendre la parole de la partie médiée en aparté. Donc, le premier écueil à éviter, c'est apparaître comme un médiateur partisan. Le deuxième, c'est d'apparaître comme un médiateur investi avec un co-médiateur dilettante. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez que le spectre des pratiques préparatoires est large. Vous avez ceux qui ne veulent rien connaître du conflit avant la rencontre avec les parties. Vous avez ceux qui veulent tout lire, tout comprendre, qui vont digérer toutes les assignations, écriture des parties et pièces à titre de préparation. Donc, vous avez deux écoles, chacun a sa méthode. Personnellement, moi, j'aime bien arriver sans avoir le prisme des assignations et des positions des deux parties. Donc, c'est ce que je vais appeler l'option vide. Mais d'une part, il est très difficile de connaître précisément un conflit parce que les visions des médiés sont à l'opposé. Et la raison pour laquelle je suis favorable à cette option, c'est que je pense qu'un médiateur peut être influencé par les écritures et peut donner le sentiment lorsqu'il intervient qu'il prend parti. Enfin, en tous les cas, quelle que soit l'approche retenue et quelle que soit la méthode que vous avez, il est important en comédiation que les médiateurs se concertent au préalable pour décider du niveau de connaissance du différent qu'ils souhaitent avoir. Et l'idée est qu'en partant du même niveau de connaissance, les questions que chacun pourra poser, eh bien, les questions seront plus cohérentes que si les comédiateurs ont des niveaux de connaissance du conflit très différents. Et l'avantage, bien sûr, est que les médiés vont les juger de manière équivalente et qu'il ne va pas y avoir ce sentiment que l'un est impliqué et investi parce qu'il a étudié les éléments et l'autre est dilettante parce qu'il arrive vierge de toute connaissance du litige. Donc tout ça milite pour, et on les retrouve, bien sûr, la complémentarité est importante, le dialogue, la confiance que peuvent avoir les médiateurs. Madame Alors, je pense que j'arrive à la fin. Pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'on est tout à fait intéressé par tous vos propos. On veut conserver un petit temps de questions-réponses dans laquelle vous serez également sollicité. Il n'y a pas de souci. Nous vous laissons achever. Je conclue. J'arrive à la fin. Je suis consciente que j'ai pris… Ah oui, le temps file vite. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que à travers les comédiations que j'ai vécues, je trouve que la comédiation est riche, elle peut être complexe, en tous les cas, elle est plus riche et plus complexe que la médiation en solo, parce que le nombre de facteurs qui entrent en jeu est beaucoup plus important. Il faut non seulement gérer la relation avec les médiés, mais évidemment avec son comédiateur et réciproquement. Donc, l'idée n'est pas d'opposer médiation et comédiation. C'est dans les allers-retours entre ces deux exercices que, à mon avis, chacun se forgera à la fois une expérience de la médiation au sens large et une conviction de là où il se sent mieux. Mais tout est question de cas de figure, d'affaires, de pertinence de la comédiation adaptée ou non à tel type de dossier. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je suis bien sûr à votre disposition pour les questions.